Donc, merci à vous pour votre présence. Donc, je me présente, je suis Aurélie Geoffroy, je suis la responsable territoriale de PubSchool Grand Est, donc localisée principalement à Nancy, mais on déploie également des formations sur les villes de Metz et de Strasbourg. Donc, cette réunion de ce jour a pour but de vous présenter notre catalogue de formations pour 2023. C'est une réunion qui a également lieu en visio. Donc, pour les personnes qui sont en visio, il y aura un temps de questions-réponses dédié en fin de présentation. Par contre, pour éviter les retours désagréables au niveau son, on a désactivé les micros. Donc, pour les personnes en visio, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit. Où on les retransmettra à l'oral et on y répondra bien sûr. Donc aujourd'hui chez PubSchool, nous sommes une école du numérique. Donc on déploie des formations spécialisées vraiment uniquement dans le numérique. Donc PubSchool, ce sont des formations qu'on ouvre à tous et à toutes, c'est-à-dire que nous n'avons pas de critères de diplôme ou de critères d'âge ou de critères un peu sélectifs, on va dire. On recrute uniquement sur le critère de la motivation. Donc notre public principal, c'est principalement des personnes de niveau bac. Bac, infrabac, BEP, CAP. On a quand même très peu de personnes qui ont des niveaux ingénieurs, mais on n'est pas fermé à la possibilité. On privilégie également les personnes habitant des quartiers prioritaires politiques de la ville et également des femmes, parce que les femmes actuellement dans le numérique sont quand même très peu représentées. Et c'est une des ambitions chez PubSchool, c'est qu'on aimerait ouvrir le numérique à beaucoup plus de femmes. Donc pour la petite histoire, la fabrique de Nancy a été ouverte en 2021. Donc le 44 rue des Carmes. Courant 2022, nous avons formé à peu près une centaine d'apprenants. Au niveau de nos fabriques, on a tout un écosystème qu'on met en place. Donc à savoir que de façon régulière, on va mettre en place des petits-déj connectés pour les entreprises, ce qui va permettre aux entreprises de pouvoir éventuellement recruter leurs nouveaux talents ou de pouvoir ne serait-ce que découvrir notre fabrique et pouvoir mettre en place des formations pour leurs salariés éventuellement. On participe à des after-work numériques pour échanger autour de verres, autour de petits-déj, autour de goûter, autour de soirées. On a participé récemment à l'inauguration de l'Octroi. C'était le soir, c'était sympa, c'était une soirée disco. On participe également aux événements du numérique sur Nancy et la région Grand Est. Donc on a fait notamment le Pungen, on a fait le salon Job Lab. On essaye de participer le plus possible à tout ce qui touche au numérique dans Nancy et alentour. Chez PubSchool en général, au niveau national, on a déjà formé plus de 3000 apprenants et on a un taux de sortie positive à 75%. Donc sortie positive égale retour vers l'emploi ou poursuite d'études vers un niveau supérieur. Donc il faut savoir qu'actuellement dans le numérique, on a plus de 80 000 emplois qui sont non pourvus. Donc c'est vrai qu'on a quand même au niveau national une grosse demande sur le numérique. Et la plupart des postes sont des postes qui sont accessibles après une formation de quelques mois. Donc un titre pro de développeur web est souvent largement suffisant pour décrocher un emploi de développeur web, par exemple. L'avantage du numérique, c'est qu'avec un titre pro dans le numérique, on peut postuler dans des banques, dans des assurances, dans des associations, dans des écoles. Ce n'est pas uniquement dans des agences numériques. Le numérique est tellement répandu actuellement qu'on a vraiment un panel d'embauches possibles très important. Donc les métiers du numérique ils sont diversifiés. On a les supports informatiques, systèmes d'information, donc notamment avec des titres pro de techniciens d'assistance en informatique. On a la famille métier programmation, développement informatique avec par exemple la formation développeur web et web mobile. On a le management de la stratégie du numérique avec une formation de community manager. Communication interface utilisateur, là on va être plus sur la formation concepteur designer UI. Expertise conseil, là on va être sur des formations d'analyste cybersécurité par exemple, qu'on ne déploiera pas en 2023 mais qu'on a déjà développé au national. On peut être dans l'infrastructure réseau et télécommunications avec la formation de TSSR notamment. On peut éventuellement déployer en 2023 mais pour le moment c'est pas dans les clous mais on l'envisage peut-être pour la fin de l'année. Et l'analyse de données intelligence artificielle, là, ça va être la formation d'IoT Maker. Donc vraiment orienté objet connecté qu'on a déjà déployé à Strasbourg et en Île-de-France. Donc nous, notre méthode pédagogique, c'est des formations qui sont intensives au sein de la fabrique et on travaille en mode projet. C'est-à-dire qu'au sein de toutes nos formations, on aura un projet fil rouge qui va être déployé du début à la fin de la formation, sur lequel les apprenants vont pouvoir travailler tout au long de leur formation plus ou moins longue. On privilégie l'apprentissage de pair à pair, donc chacun a à apprendre de son voisin, de son formateur, d'un autre formateur d'une formation, même d'un responsable, tout le monde a quelque chose à apprendre de l'autre. Et on apprend par le faire, donc on privilégie réellement la pratique.
C'est vraiment la pratique qui fait qu'on apprend. Les cours magistraux qui durent toute la journée, nous, on considère que c'est bien de temps en temps, mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. C'est vraiment la pratique qui fait que les personnes vont apprendre. Chaque apprenant peut bénéficier également d'un coaching individualisé avec notre équipe, donc pour répondre à des problématiques individuelles qui n'ont pas forcément de rapport avec la formation, mais qui peuvent influer dessus. Donc, on peut par exemple mettre en place du coaching pour des problématiques de recherche de stage, pour des problématiques d'horaire, pour des problématiques, ça peut être quelque chose de très bête, mais des problématiques de santé qui nécessitent une mise en place d'un distanciel, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire. Donc chaque apprenant bénéficie vraiment d'un suivi personnalisé. On a une équipe pour ça, il peut s'adresser au responsable territorial, à des coachs en développement personnel qui sont sur l'île en visio, à Jordan, mon assistant si besoin. On a vraiment du monde spécialisé pour le coaching individuel. Chez Pop School, on travaille également les soft skills, donc tout ce qui va être motivation, estime de soi, curiosité, autonomie. Et de façon régulière, on va organiser, comme je le disais précédemment, des rencontres avec les professionnels, alors du web ou pas du web, mais des professionnels du métier concerné. Donc ça peut être, Anthony avait organisé sur sa dernière formation de community manager une rencontre avec un YouTuber, c'est ça? Avec une personne spécialisée en streaming. C'est ça. Voilà, donc on peut faire venir effectivement des personnes qui vont présenter leur métier, qui vont expliquer ce qu'ils font au jour le jour. Donc là, courant 2023, on va mettre en place 5 formations, donc qui sont développeur web, technicien d'assistance en informatique, concepteur designer UI, community manager et formateur pour adultes numériques. Donc j'ai demandé à mes collègues ici présents, qui sont justement notre équipe de formateurs, de vous présenter chacun leur formation. Mais c'est moi qui vais commencer par la formation de technicien informatique. Donc pourquoi? Tout simplement parce que avant d'avoir le poste de référent territorial, j'ai formé une session de technicien d'assistance en informatique. Donc le technicien d'assistance en informatique, c'est vraiment l'intervenant principal au sein d'une entreprise auprès de l'utilisateur. Donc c'est lui qui va répondre aux problématiques de tous les jours, qui peuvent être aussi bien mon imprimante ne fonctionne plus que mon ordinateur ne démarre plus. Donc la formation s'articule autour de 3 modules. Le premier module de TAI va tourner autour de la configuration et l'installation de matériel et de logiciels, donc vraiment la base de l'informatique. Le module numéro 2, lui, va être plutôt orienté réseau et gestion d'un réseau au sein d'une TPE-PME. Le troisième module va vraiment traiter des processus, donc comment gérer un parc informatique, comment faire un diagnostic, comment orienter l'utilisateur et comment se comporter avec l'utilisateur. Donc c'est vraiment une formation qui est extrêmement complète. Et sortie de ce type de formation, on peut être technicien de maintenance, technicien d'assistance, on peut travailler en helpdesk, on peut travailler au sein de sociétés comme Orange pour aller mettre en place des box ou intervenir auprès des particuliers. Le panel de métiers est quand même très conséquent. Donc je vais donner la parole à Mouharem, qui est juste derrière moi. Donc Mouharem, qui est... non, c'est bon, je gère. Donc Mouharem, qui est notre formateur en développeur web, qui a déjà pris 2 formations de développeur web au sein de Top School. Bonjour, c'est Muriam, du coup formateur développeur web. Du coup, nous, comment que ça marche? On a 2 modules. Le premier module, c'est tout ce qui est partie visuelle avec HTML, CSS, JavaScript pour les animations. Et le deuxième module, c'est plus la partie back. C'est tout ce qui est base de données. Par exemple, quand vous vous inscrivez sur un site, vous voyez pas ce qui se passe derrière. Nous, voilà, c'est ce qu'on gère derrière. Tout au long de la formation, on a un projet fil rouge comme elle en a parlé tout à l'heure. Et moi, ce que je fais en plus, c'est que je mets un projet de groupe. Comme ça fait une petite mise en situation de quand ils travailleront dans des sociétés plus tard. Donc à l'issue de cette formation, les élèves ils peuvent faire développeur web, soit dans des sociétés, petites structures ou grosses structures. Il y en a beaucoup qui se mettent en freelance, ou il y en a, ils reprennent encore des études. C'est quoi? C'est plus 3, je crois. Ça, c'est pas plus 3 qui Ouais, donc ils reprennent après des études pour continuer les études. Donc la formation se clôture par une période en entreprise de 280 heures, donc ça représente 2 mois, avec une possibilité d'embauche, souvent quand même. Ouais. Voilà, Ah, c'est souvent, ouais. ouais. On va laisser la parole à Tom, donc, qui est notre formateur en concepteur designer UI, et qui, pour la petite histoire, a pris en charge une formation au sein d'un centre de Metz et qui a fait 100% de réussite. C'est ça. Faut le préciser. Bonjour, donc moi c'est Tom Noer, formateur en concepteur designer UI. Donc principalement, on a 3 modules, donc du coup qui est la création graphique. Ensuite, on a aussi tout ce qui est gestion de communication avec un peu de web marketing à l'intérieur. Et en dernier module, on a donc du coup tout ce qui est développement. Donc j'entends par là pour le module numéro 1 qu'on va apprendre aux apprenants à designer des logos, à apprendre à faire des maquettes web pour ensuite les mettre sur un site internet. Donc au final, les 3 modules sont liés.
Donc on apprend directement déjà à designer une maquette web, un logo. Ensuite, on crée donc du coup toute une stratégie derrière, comment mettre en œuvre pour vendre après le produit. On passe du coup après dans la partie développement à tout ce qui est création de site internet pour mettre tout en application. Donc moi du coup comment j'organise ça aussi, c'est que j'ai un projet fil rouge qui fait un rappel de tous les points qu'il y a du coup dans le React. Et de ça, du coup, je fais un dossier fil rouge. Comme ça, ils doivent réaliser donc du coup l'intégralité de ce qui a été demandé. Et comme ça, ils peuvent le montrer directement après au jury, aux formateurs, ou même ça fait un projet directement à mettre dans le portfolio pour se vendre par la suite. Donc au niveau des évolutions, soit par la suite, l'apprenant décide d'aller plus loin et du coup reprend une année d'études, ou alors directement, il peut soit se mettre en freelance, bosser directement avec la structure dans laquelle il a pris en stage, ou alors bosser dans une entreprise, PME ou grande entreprise, soit pour faire du simple graphisme en allant directement à l'interface utilisateur, donc du coup création de maquettes et logos, voir une évolution après dans tout ce qui est le motion design si ça l'intéresse, donc c'est-à-dire que dans le motion design, c'est-à-dire qu'on va mettre en animation des logos, et pour même pourquoi pas toucher un secteur de la publicité, ou alors directement après dans la partie développement, donc là dans la partie développement c'est plus la partie front, donc devant le site internet, avec des systèmes tels que WordPress ou du développement pur comme HTML, CSS et JavaScript. Voilà, un peu pour ma partie. On va laisser la parole à David. Alors bonjour, David Carabin. Alors moi je suis formateur pour formateurs adultes numériques. Voilà, formateur pour formateur. Alors, ça se compose en 4 modules. Il y a 2 modules qui sont du React de formateur adulte, d'accord, qui amène à une certification de formateur adulte. Et pourquoi la notion numérique? Parce qu'on sait aujourd'hui que le formateur, eh bien, il a changé. Depuis quelques années, on y met le numérique. Alors le numérique, ça permet quoi? Ça permet déjà de pouvoir avoir des ressources qui sont vachement plus importantes, de pouvoir plus facilement vulgariser des informations. Alors moi, les apprenants que je vais avoir, c'est des apprenants qui sont dans plein de domaines. Ça veut dire qu'ils ont déjà, eux, un domaine métier, d'accord? Et ils vont former. On ne peut pas être formateur adulte de rien. Il faut être formateur adulte de quelque chose. Donc ils ont déjà, il y a des gens dans le médical, il y a des gens qui sont dans l'informatique, il y en a d'autres qui sont plutôt dans les langues étrangères. Enfin voilà. Et comment on développe? Alors, les 2 premiers modules, on est sur de la pédagogie pure. Hein, donc, nous, on utilise énormément de pédagogie active. C'est-à-dire que c'est l'apprenant qui apprend lui-même. Sur les 2 autres modules, eh ben, on va apprendre le numérique pour pouvoir mettre en place des outils. Alors, on sait qu'aujourd'hui, on digitalise les cours. On l'a vu il y a quelques années de ça. Il paraît qu'il y a eu une crise sanitaire qui a fait qu'on a été obligé de rester bloqué à la maison. Et du coup, on ne peut pas s'arrêter non plus de continuer à se former et à former les autres. Le numérique prend tout son sens. Aujourd'hui, le numérique, il prend tout son sens aussi. Comment? C'est qu'on peut se former à son rythme. Donc, un formateur aujourd'hui numérique a énormément de chances de pouvoir s'insérer dans une entreprise. Alors, et de là, ce métier-là est intéressant parce que, pourquoi? Parce qu'on sait, ben, moi, je peux vous donner plein d'arguments, hein, l'augmentation de l'énergie qui fait que, ben, aujourd'hui, si on déplace plus un formateur, que le formateur est à un endroit et peut, avec le numérique, pouvoir continuer ses cours, ça permet. Donc voilà, il y a plein d'avantages à amener le numérique dans la formation. Voilà. Après, moi, j'ai pas grand-chose à vous dire, ou j'aurais plein de choses à vous dire, mais la seule chose, c'est que je me retiens parce que je parle beaucoup. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le numérique, que ce soit bah, pour mes collègues comme pour moi, le numérique, on ne peut plus faire l'impasse dessus. On ne peut plus être réfractaire au numérique, surtout dans le milieu professionnel. Il est là. Il est là, alors qu'on soit d'accord ou pas, de toute façon, il est là. Et qu'aujourd'hui, se former et avoir vraiment les billes pour pouvoir avancer dans le numérique, je pense que c'est une chance. Et être formé correctement, alors là, c'est bingo, parce que ben, c'est un job, mais un job qui est en plus intéressant, qui peut voilà, se développer, on peut là, après avoir fait cette formation-là, on peut partir vers de l'ingénierie pédagogique, parce que derrière, eh ben, on peut digitaliser des cours, on peut faire plein de choses, donc on peut se retrouver digital learning, on peut se retrouver... Enfin voilà, il y a encore plein de possibilités. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que ça me passionne et vous n'allez pas réussir à m'arrêter, donc je vous... Voilà. Du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Anthony, je suis le formateur qui est chargé de la formation Community Manager.
Moi, je suis fâché avec l'appellation community manager, je ne vais pas faire le débrief très longtemps, mais c'est juste que c'est un métier qui est en constante évolution, qui évolue extrêmement vite. Pourquoi? Parce qu'on considère surtout le community manager comme le spécialiste incontesté des réseaux sociaux. Mais en fait, il y a tellement plus que ça en même temps. Moi, j'aime bien le définir d'une façon très simple. C'est la personne qui va être la passerelle entre l'utilisateur, le client du coup, et l'entreprise. Dans le sens où déjà du côté entreprise, bah, il va faire partie de l'équipe communication, il va être en lien très fort avec l'équipe marketing, parfois même il peut y contribuer, et il va porter l'image, les valeurs de cette entreprise. Il va avoir ce rôle d'humaniser, ce qui est aujourd'hui extrêmement important, hein. On en a tous un petit peu marre, hein, des publicités qui passent à la télé, un petit peu trop traditionnelles. C'est souvent la pause où on va prendre notre cigarette. Et du coup, il y a ce besoin aujourd'hui pour les entreprises de pouvoir humaniser autant que possible leur communication et sur les réseaux sociaux notamment. Et pourquoi? Bah, parce que ce sont des plateformes, des supports de communication qu'on utilise d'abord par plaisir. Donc, ça, c'est ce rôle principal. Et dans une autre position, ben, il va être le garant de cette communauté, faire en sorte que ça se passe bien, la communauté d'une marque, remonter aussi leur mécontentement, leurs idées aussi, et d'avoir finalement ce discours un petit peu dans les deux sens. Voilà, établir véritablement un lien dynamique entre une entreprise, la marque, ses valeurs et ses clients. Donc, ce qui est intéressant, en fait, sur la formation, il y a beaucoup de modules. Vous voyez, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a 8 modules. Donc, il y a de quoi faire. On pourrait être très, très simple et puis se dire, community manager, OK, je gère une communauté. Mais ce serait vraiment trop réducteur. Parce qu'aujourd'hui, on en demande toujours plus au community manager, hein, pour divers besoins, hein. Une TPE ne va pas pouvoir se permettre d'aller recruter un spécialiste en développement, un spécialiste ensuite en web design. On attend un petit peu du CM qui soit capable de toucher un petit peu à tout. Et notamment donc, sur les 2 premiers modules où on va profiter de donner quand même pas mal de notions en marketing, en communication pour pouvoir bah, déjà avoir de bonnes bases, évidemment, et être capable d'intervenir, donner ses idées, participer au développement marketing ou alors de la communication avec ses collègues. C'est aussi la possibilité pour un CM de pouvoir à l'issue de la fin de la formation, avoir un apprenant qui sera capable, au sein d'une TPE, par exemple, qui n'a jamais pensé à vraiment ficeler sa façon de communiquer et sa stratégie de communication, sa façon de créer son contenu. Donc, il va pouvoir venir apporter ça, des bonnes bases de communication, choisir les supports appropriés, les utiliser au mieux et donner finalement une vraie méthodologie dans la façon dont l'entreprise va pouvoir communiquer avec ses clients. Donc évidemment, on ne ferait pas la place sur la partie création de contenu, et là encore, c'est extrêmement divers, hein. On va de la création graphique à l'utilisation des mots, tout simplement, pouvoir toucher l'utilisateur avec du texte, mais création de supports vidéo, il n'y a pas vraiment de limite. Ça peut être du direct aujourd'hui. Animer tout simplement un événement comme celui-ci avec une caméra en direct, enregistrée, montée derrière. Donc ça prend en compte énormément de choses. On va aussi voir comment créer des campagnes publicitaires, parce que ça aussi c'est important. Aujourd'hui, on a un trafic organique qui a tendance un petit peu à chuter sur la plupart des réseaux sociaux. Normal, hein, il faut que tout puisse évoluer. Donc autant sur TikTok, on va avoir une stratégie qui va être beaucoup plus à l'ancienne, avec du contenu destiné à divertir l'utilisateur, ça c'est un des enjeux aujourd'hui. Et sur d'autres réseaux un peu plus anciens, pour ne pas nommer Facebook par exemple, bah, ce sont des plateformes aujourd'hui extrêmement précieuses pour pouvoir faire du ciblage publicitaire et toucher les bonnes cibles. Donc on va avoir aussi toutes des explications sur les modules 4 par exemple en matière d'animation de la communauté, comment on réagit quand on fait face à des clients qui sont insatisfaits, qui peuvent parfois être virulents, hein, parce qu'il y a beaucoup moins de limites, hein, sur le web, ça demande aussi un sang-froid tous les instants, et il y a toute une méthodologie, on ne peut pas répondre au tac, il y a des choses à faire attention, les conséquences peuvent parfois être importantes, hein, on arrive vite au bad buzz, c'est tout le problème. Donc ça demande ici de faire preuve de psychologie, de réflexion, de capacité à travailler en équipe aussi.
Et ce sont des choses qu'on voit aussi. Voilà. Donc on a aussi toute la partie réglementation juridique pour pouvoir encadrer notre travail avec l'utilisation des photos, par exemple, le droit à l'image. Si jamais on est amené à travailler sur le terrain, c'est quand même important de connaître tout ça. Et on va voir aussi des choses qui pour moi sont importantes en matière de développement web SEO. Alors on ne va pas aller aussi loin que ce qu'on verrait sur une formation développeur web. Et en réalité, on va surtout travailler avec la construction de sites à partir d'un CMS, donc WordPress notamment, que j'aime bien montrer moi dans ma formation, pour permettre en fait à l'issue de cette formation à n'importe quel apprenant d'être capable de développer un site simple. Juste le travail du référencement pour essayer d'avoir les bonnes bases pour pouvoir bien le placer. Donc vous voyez que c'est quand même un bouquet assez complet et j'aime bien encourager mes apprenants, c'est un choix de ma part, j'aime bien les encourager à s'orienter pour le stage vers des entreprises qui sont plus petites. Pourquoi plutôt que des grosses agences de com? Parce que tout simplement, avec la pluralité de compétences qu'ils vont pouvoir acquérir sur la formation, de choses qu'ils vont apprendre, ils vont avoir cette possibilité de se prouver qu'ils sont capables de faire. De pouvoir vraiment mettre en application, en stage, tout depuis le début, depuis le module 1. Pouvoir essayer de retravailler la cible si ça n'a pas été fait, et c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on imagine. Pouvoir essayer de définir véritablement la stratégie de communication adoptée, se tromper, mais recommencer, améliorer les choses, et puis va pouvoir se rassurer, se donner cette légitimité en fin de formation que je suis capable de faire des choses, je suis capable d'être utile à une entreprise. On va laisser la parole à Margot. Donc Margot qui est apprenante en community management. Mon ressenti est très positif sur la formation. Donc là, ça fait plus d'1 mois maintenant que la formation a commencé pour moi. À savoir, pour la petite histoire, que j'ai fait une année de communication à la fac, il y a de ça quelques années. Et si j'ai vécu une année, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que ça ne m'a pas plu, c'était beaucoup trop théorique, on n'était pas assez encadré à mon sens. Et du coup, j'ai vraiment trouvé chez Pop School ce que je n'avais pas trouvé à l'époque à la fac, c'est-à-dire un accompagnement, un encadrement, que ce soit de la part d'Anthony, mais aussi de la part d'Aurélie qui est très présente, ou même Jordan ou les autres formateurs qui est caché tout là-bas. On est encadré, donc que ce soit au niveau des cours, accompagné au niveau du stage aussi, qui est dans quelques mois, mais on sent que si jamais on a des difficultés, des questions, on peut très vite se tourner vers toi, Anto, ou vers Aurélie, sans aucun souci. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, encore une fois, avec 1 mois de recul dans cette formation, c'est vraiment la partie du coup pratique. C'est-à-dire que nous, le fonctionnement, c'est qu'à chaque fin de cours, de partie de théorie, on a vraiment une partie pratique avec un fil rouge qui pour nous est en groupe. On bosse en groupe sur un fil conducteur qu'on va avoir dans toute la session de formation. On a également donc le stage qui est hyper important et pareil qui manquait à mon sens dans d'autres parcours un peu plus basiques et traditionnels, avec, comme ça a été répété plusieurs fois, la possibilité aussi à la fin du stage d'être embauché. Ce qui est aussi très important parce qu'on fait une formation pour aussi avoir un métier par la suite. Ça peut être assez sympa. Et ce qui est hyper intéressant aussi au niveau de la pratique, c'est la pratique qu'on peut avoir avec les autres formations qui sont mises en place, que moi j'aime beaucoup voir particulièrement, qui est très important pour moi. Je pense qu'au premier jour, on a eu, nous, en accueil, un jeu qui a été organisé par l'autre formation, ce qui nous a permis directement d'être dans une bonne ambiance, d'apprendre à connaître les autres personnes qui sont donc, chez Pop School Nancy. Et tout au long, pareil, de la formation, on sait qu'on va avoir d'autres choses qui vont être mises en place, d'autres actions avec la formation actuelle et les autres formations qui vont être lancées, pourquoi pas. Donc, ouais, vraiment, ça, le fait qu'on a beaucoup de pratiques et pas que de la théorie, et aussi l'échange avec les autres formateurs, les autres apprenants, et du coup, tout ce que ça peut apporter par définition. Donc voilà, ressenti très positif, du coup, pour ma part. Comme le disaient les formateurs et notamment les apprenants, ce qu'on essaye de faire chez Pop School, c'est vraiment de créer une synergie entre toutes les formations. Il n'y a pas d'un côté les devs web qui font cours, de l'autre côté les TAI qui font cours et de l'autre côté les CDUI. On essaye vraiment de mettre en place des projets communs sur lesquels ils vont pouvoir chacun travailler leur partie. Donc, par exemple, là, fin janvier, on a la formation de formateur numérique qui fait une sortie pédagogique au Cube TV, ceux qui y connaissent. Donc avec un système d'évaluation par quiz et qui va être filmé et mis en valeur par les community managers. Donc on a eu également un projet de développer un intranet donc, sur lequel les TAI s'étaient occupés de la partie technique et les UI/UX, donc c'est des concepteurs designers UI, s'étaient occupés de l'interface graphique en soi. Donc on veut vraiment qu'il y ait une synergie et qu'il n'y ait pas chacun dans sa salle et personne se parle. Parce que ça, c'est valable dans les facs ou dans
dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Il y a juste une chose, je me permets, Oui. Aurélien, derrière, mais pour moi, en enchaînant la deuxième formation déjà pour Pop School, est aussi important, parce que tout à l'heure, tu soulevais le fait qu'on était sur des relations de pair à pair, qu'on apprend aussi des autres, mais ça marche aussi pour le formateur. Oui. Je sais qu'il y a des profils qui sont parfois quand même très expérimentés dans d'autres domaines et qui apportent parfois leurs idées, qui permettent même de co-construire, d'améliorer un cours sur des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, tout simplement. Et ça, c'est extrêmement riche d'être dans cet échange-là. Et j'apprécie. C'est vrai qu'on a de façon très régulière le formateur des community managers qui va intervenir chez les CDUI pour expliquer comment est-ce qu'on met en avant son site internet qu'on vient de concevoir. Et de la même façon, on va avoir l'apprenant en TAI qui va venir dépanner l'ordinateur d'un développeur web parce que l'ordinateur, il plante. Donc il faut bien que quelqu'un le dépanne. Donc c'est vrai qu'on a une vraie synergie. On a vraiment, chacun apporte sa valeur ajoutée au centre Pop School et pas uniquement à sa formation. Donc pour toutes ces formations, on est sur des financements individuels. Donc nous, on peut accompagner les futurs apprenants dans la mise en place de ces dossiers de financement. Donc qui peuvent passer par le CPF, par les transitions pro, par l'aide individuelle à la formation, par l'AGFIP et également par l'ARIF, donc l'aide régionale individuelle à la formation, qui est donnée par la région, mais sous certaines conditions. Oui, je suis pas trop d'accord avec ça parce que Avec des commissions. l'ARIF, oui, c'est des commissions, on peut le présenter, mais à partir du moment où il y a des formations qui sont déjà mises en place par la région, On est bien d'accord. en collectif, on ne peut pas le mobiliser. Oui, tout à fait. Donc il y a certaines formations qui existent déjà, comme Oui. développeur web et concepteur, du coup on ne pourra pas mobiliser cette aide. Par Effectivement. contre, pour les autres, Ouais, pour TAI, on peut TAI, effectivement. on peut. Effectivement. Il n'y a pas d'emploi. Alors après, c'est vraiment de l'étude au cas par cas. Oui, voilà. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir un premier entretien avec le candidat, on va définir son profil, on va définir aussi que ce qu'il veut faire correspond bien à la formation, parce que des fois, on a des gens qui ne savent pas trop, peut-être que... Voilà. Donc on les oriente vraiment vers la formation qui va correspondre à leurs besoins. On va prendre vraiment leur profil, donc à quoi est-ce qu'ils sont éligibles ou non éligibles, est-ce que la formation visée est éligible à cette aide ou pas, et on va donc l'accompagner dans le montage des dossiers via des entretiens téléphoniques, des visios. On peut aller jusqu'à guider vraiment l'utilisateur sur le site, par exemple, compte personnel de formation, en lui expliquant, là, il faut que vous fassiez ça, là, il faut que vous cochiez ça, etc. Donc, pour s'inscrire chez Pop School, plusieurs possibilités. On a notre site internet, donc www.popschool.fr, très classique. On a également un numéro vert où les futurs candidats tombent sur une gentille dame qui s'appelle Eliane, qui va les orienter justement vers la suite du processus. Ils peuvent également directement se rendre chez nous. Nous, on est ouvert de 8h30 à 17h. Il y a toujours du monde, il y aura toujours quelqu'un pour les recevoir. Ça peut également passer par vous. Si vous avez effectivement des candidats qui sont intéressés par des formations du numérique, vous pouvez tout à fait nous les envoyer. Et après, via un échange, on garde le lien et puis on oriente la personne vers la formation habilitée. Et une fois ce financement validé, donc on va faire un entretien avec l'équipe pédagogique pour vraiment expliquer le fonctionnement de la formation, les horaires, les modules, qu'est-ce qu'on attend de lui, est-ce qu'il a besoin d'un PC? Ça peut être quelque chose aussi de basique, mais on prête les ordinateurs s'ils en ont besoin. Donc, encadrer vraiment la formation et lui donner toutes les informations nécessaires. Donc, nous, on a également un suivi, on va dire, administratif pendant la formation. Donc, à savoir que chaque apprenant reçoit un livret stagiaire pour le déroulé de sa formation avec le calendrier, le planning, qu'est-ce qui est prévu, à quel moment, la recherche de stage, les entreprises qu'il a démarchées, les réponses qu'il a eues, etc. pour que nous, derrière, on puisse effectivement suivre cette recherche. On peut mettre en place sur demande du soutien personnalisé. Donc, je prends l'exemple de la formation DevWeb, quelqu'un qui va être un petit peu faible sur du langage HTML ou du CSS. On peut lui mettre en place une séance de soutien individualisé, donc soit en présentiel, soit en distanciel, au choix de la personne, où on va vraiment appuyer le programme, appuyer le manquement pour que la personne, justement, puisse aller plus loin et ne s'arrête pas à juste « j'ai des difficultés en HTML, donc j'en ai marre, j'arrête la formation ». Nous, on est vraiment dans cette optique, on veut les emmener au bout et on ne veut pas qu'ils s'arrêtent à la première difficulté. C'est pour ça également qu'on fait tous les 15 jours des réunions pédagogiques avec nos formateurs pour pouvoir identifier les difficultés. Qui est-ce qu'on a peut-être besoin de recevoir en coaching? Qui est-ce qui a une baisse de motivation au moment-là? Qui est-ce qu'on va devoir un petit peu pousser? Mais on n'attend pas forcément les 15 jours, tous les 15 jours pour faire ce genre de choses. Ça peut être aussi bien autour d'un café.
Marcel a des difficultés, il faudrait le recevoir et on fait le nécessaire. On est vraiment dans cette optique de suivre du début à la fin nos apprenants. Donc il y a également les évaluations des acquis en cours de formation, donc les fameuses ECF pour les titres pro. Donc les formateurs vont procéder à des évaluations régulières, alors ECF de façon officielle ou évaluations qui correspondent au programme. Et donc à la fin de chacun de nos formations, on a un titre professionnel. Donc nous, on met en place les sessions de juré, on convoque les personnes ici, c'est ici. Et les personnes passent leur titre pro ici. Donc ça, on commence à être rodé, on en a déjà fait pas mal. On en a une la semaine prochaine, en TDEI notamment. Donc comme vous avez pu le voir, les locaux sont relativement accessibles. On a un ascenseur pour les personnes qui seraient en fauteuil, qui auraient besoin, qui ne peuvent pas prendre les escaliers, tout simplement. On a également un référent handicap au sein de Pop School. Donc si des personnes ont besoin d'aménagements spécifiques, ça peut être des fauteuils ergonomiques, ça peut être des souris ergonomiques, ça peut être des logiciels peut-être de lecture pour des personnes qui sont malvoyantes. On peut mettre en place tout ce qui est possible. Voilà. Donc on a un contact référent handicap@pop.eu.com qui est Monsieur Houbar à Lille, mais ça peut également passer par moi. J'ai des personnes qui arrivent, je peux les aider à monter le dossier pour le financement, acheter le matériel et voir de quoi ils ont besoin. Ça, c'est pas un souci, tout est possible. Voilà, donc vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn. Est-ce que vous avez des questions éventuelles sur la présentation, sur les formations, sur les mises en place? Du coup, au démarrage, vous ne faites pas d'évaluation. Alors, il y a un test de positionnement. Il y a un test de positionnement avant chaque début de formation, donc qui n'est pas éliminatoire. Hein. C'est vraiment pour voir où en est la personne. Tout à fait. Et du coup, vous adaptez le programme à la personne ou alors vous... Alors, on va plutôt, en fait, lui proposer peut-être des séances de soutien personnalisées sur tel ou tel module sur lequel on aurait détecté qu'il sera un peu plus faible. Donc, forcément qu'il y ait déjà une base de connaissances dans le numérique. Alors, dans le numérique, j'ai envie de dire oui, il faut quand même savoir ce qu'est un ordinateur. Après, on ne demande pas une expertise dans le domaine, parce que nos formations sont quand même relativement complètes. Donc, une personne qui a juste les connaissances de base dans le numérique, qui sait ce qu'est un ordinateur, peut tout à fait sortir développeur web au bout de 6 mois. On l'a déjà vu. Voilà, c'est pas on a quelques jeunes qui se forment un peu sur Internet. Hein, ouais. On a la possibilité d'apprendre des langages un petit peu facilement. Et du coup, ils veulent partir là-dessus. Mais moi, j'en ai un, il a déjà été évalué une fois et on lui a dit que ce n'était pas possible, qu'il n'avait pas le niveau. Nous, nos tests sont pas éliminatoires de toute façon. Donc après, si le jeune a déjà commencé à se renseigner dessus, c'est déjà qu'il y a une réelle motivation. Du moment où il est motivé, les programmes sont faits vraiment pour qu'on parte de la base. Donc la base du développement, c'est le HTML. On part vraiment de la base du développement, du HTML, pour les emmener toujours plus loin vers le développement. Donc même, j'ai envie de dire, même sans aucune base en développement, du moment où il a cette démarche de commencer à se former, il peut tout à fait intégrer la formation. D'accord. Et si je peux me permettre, moi en tant que formateur, donc le domaine de la formation, c'est un peu ce que je maîtrise. On est dans l'individualisation de formation, ça veut dire que c'est pas parce qu'on est en groupe qu'on avance au rythme du groupe. Ça veut dire qu'on est sur un système linéaire, il y a un objectif final qui est un titre, peu importe, mais après, on va aller chercher ce qu'on a besoin en compétences et on va laisser de côté ce qu'on a déjà acquis comme compétences. Donc, on est chacun à son rythme, on arrive quand même à adapter tout un programme pour qu'à la fin, on soit sur un objectif commun, mais tout en suivant des chemins un petit peu différents. Et donc, c'est jouable peut-être même plus en groupe. Hein. On est en individualisation et pas en personnalisation. Et moi, je vois comment mes collègues travaillent, je vois comment je travaille aussi, heureusement. Je me rends compte de comment je travaille, c'est pas mal quand même. Et donc, j'allais dire, c'est même en plus de ces remises à niveau, on a de toute manière moyen, et en plus le numérique le permet, ça veut dire qu'on va pouvoir aller chercher des modules, d'aller travailler un module à la maison, hein, donc, et puis revenir le lendemain avec des billes en plus, et puis pouvoir continuer à avancer, donc on s'en sort. Et en plus de ça, le travail, alors comme je le vois ici, c'est surtout ce travail de pair à pair, permet aussi de s'appuyer sur les compétences des autres pour pouvoir avancer. Donc, ce qui donne une dynamique quand même à la formation et la pédagogie actuelle
c'est là où elle prend tout son sens. Ça veut dire qu'avant, un formateur, il détenait le savoir. Là, aujourd'hui, c'est les apprenants qui détiennent le savoir, qui le partagent avec les autres. Et c'est vraiment l'apprenant qui va développer lui-même ses compétences. C'est plus le formateur qui développe les compétences de l'apprenant, c'est l'apprenant qui va développer ses compétences avec ses besoins à lui. Et bien souvent, ce genre de personne, comme vous disiez, qui a été évalué et refusé dans des formations, a uniquement en fait besoin d'un cadre. Et du moment où on lui donne un cadre, il peut aller loin. On a énormément de jeunes qui étaient en décrochage scolaire, qui sont arrivés ici, et du fait qu'on leur a donné un cadre, du fait qu'on leur a montré qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a une équipe qui croit en lui, qui les accompagne, ils ont été très très loin, et ils ont été jusqu'au titre pro sans problème. Sur des groupes de combien en moyenne? En moyenne, en général, on est sur 12. Après, on démarre des formations à 10 minimum, mais on se limite à 15, parce qu'au-delà de 15, on tombe sur... il y a trop de monde et on ne peut plus faire quelque chose d'efficace. Parce que moi, je travaille à l'école de la deuxième chance, on est sur le même principe d'individualisation. On les aider à trouver leur projet professionnel. Et par rapport à mon public, je vois deux profils qui sont intéressés. Alors, moi, je l'ai noté parce que je ne sais pas comment dire. Un motion designer. Et l'autre, je n'ai pas compris. Mais en gros, ça code. D'accord. Un truc comme ça. Et en fait, c'est des jeunes qui se retrouvent, qui sont venus vers l'école de la deuxième chance pour l'individualisation, qui sont en décrochage scolaire parce que le cadre classique du scolaire ne leur convient pas. Et ce qu'ils recherchent dans les formations, c'est aussi ça, c'est en fait du soutien. Et je vois un certain profil où lui, je pense qu'il a une très bonne base en codage, excusez-moi. En développement. En développement, ça doit être ça. Et je veux dire, il a une manière d'être qui fait que le travail en groupe peut être compliqué si c'est des grands groupes, si c'est des... Donc c'est vraiment ça que je vais chercher pour lui, c'est une formation où il peut s'épanouir. Parce que, on va dire que socialement, c'est compliqué pour lui. Ouais. Donc s'il ne peut pas du coup montrer de quoi il est capable dans un environnement qui se sent en sécurité et sain, entre guillemets, si je peux me permettre, c'est compliqué pour eux. En général, 15, c'est vraiment notre maximum. On est plus sur du 12. Après, comme le disait David, l'individualisation du parcours va lui permettre vraiment de montrer de quoi il est capable. Et on est vraiment dans une dynamique où c'est quasiment tous les mêmes profils de gens pour qui les enseignements académiques, ils ne veulent pas d'enseignement académique. Et mon avis, c'est que votre jeune, ce qu'il veut, c'est vraiment faire du développement et du développement, mais que du développement. Programmation, du développement. C'est pour moi, Rem. Mais c'est ça qu'il veut. Et faire de l'histoire à côté, faire des maths à côté, faire du français à côté, faire de la géographie à côté, en fait, il s'en fout. C'est un jeune qui a été jusque Loris, donc il a dire qu'il a le cerveau qui fonctionne, ce qui peut le permettre quand même. Mais c'est que vraiment le cadre scolaire, il n'est pas fait du tout pour lui, il n'est pas adapté. Et je pense que les centres de formation vont être adaptés pour lui parce qu'on va être sur du petit groupe, on va être sur une dynamique où il va rencontrer beaucoup de monde qui sont passionnés par la même matière que lui. Donc il va vraiment, ça va être vecteur de motivation et il va être vraiment porté par le groupe. Et après, nous, de toute façon, c'est notre rôle également, c'est que si on voit que socialement, il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a un manque de motivation ou quoi, nous, on va le voir en entretien et on va voir avec lui qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelles sont les solutions pour pas qu'il décroche. C'est justement ce qui fait partie des outils qui vont aider à individualiser le parcours. C'est le fait d'être en petit groupe. On peut se permettre de passer du temps, même quand il travaille sur des travaux de groupe, on peut passer du temps à côté d'eux et puis réfléchir, échanger pendant 20 minutes, ce qu'on ne pourrait pas faire avec des groupes de 30 élèves, c'est pas possible. On est obligé de suivre la même trame, d'avancer au groupe pour tout le monde, qu'on est obligé d'imposer. Là, on peut se permettre, ou de permettre à ceux qui sont plus à l'aise d'aller encore plus loin, ou alors de passer un peu plus de temps à ceux qui ont un peu plus de mal. Et la deuxième facteur, c'est la partie coaching individuel, qui est quand même super intéressante parce que sur demande, c'est vraiment du temps qui est utilisé mais à 200%. Qui n'est utilisé que pour lui, en fait. Ouais, c'est ça. Et de la même façon, on a les locaux adaptés pour ça. C'est relativement fréquent. Dans une session, on est une personne qui a besoin de s'isoler pour travailler parce que ne supporte pas d'être en groupe. Il prend une salle, il va s'installer, il fait le projet dans son coin. Une fois qu'il a fini, il va chercher le formateur. Il réintègre le groupe ou il continue en solo. Mais on n'est pas sûr de la salle de classe où vous avez les 12 tables alignées et tout le monde suit le programme. Ça, moi, j'aurais tendance même à dire on incite le mouvement. Jamais on est forcément à la même place. Enfin, on casse un peu ces règles qu'on a vécues dans l'éducation nationale parce que j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, la formation, elle fonctionne, une formation pour adultes, elle fonctionne à partir du moment où on prend vraiment tout le prérequis
de la personne, quelqu'un qui a du mal à tenir en place. Moi, quand je demande à comprendre quelque chose, je ne demande pas en plus qu'il apprenne à tenir sur une chaise, qu'il apprenne à mettre bien ses bras. Non, il a besoin d'apprendre une seule chose, pas d'apprendre beaucoup de choses en même temps. L'avantage dans une fabrique comme celle-ci, c'est que, et moi c'est pour ça que j'y travaille, c'est parce que il y a une liberté et on peut vraiment laisser les apprenants prendre en charge leur formation. J'allais dire, moi je leur apprends à apprendre. Je fais rien d'autre que de leur apprendre à apprendre une certaine autonomie. Et nous, les formateurs, on est juste là pour les empêcher de sortir d'un cadre, mais en dehors de ça, on les fait avancer. Ils prennent un chemin, alors des fois il n'est pas droit, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'obtenir l'objectif à la fin. Et donc, du coup, voilà, c'est vrai qu'il y en a qui sont des fois dans une salle là, il y a des fois, il y en a qui vont à la cafette avec leur téléphone parce qu'il reste la cafette de. C'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est qu'ils apprennent, c'est qu'ils arrivent à acquérir justement les compétences. En fait, ils sont vraiment acteurs de leur formation tout en étant encadrés, bien sûr, pour ne pas dépasser les limites, mais ils sont vraiment acteurs de leur formation. L'avantage aussi, c'est qu'on est un petit centre et on a cette possibilité de connaître chacun de nos apprenants. Moi, je connais tous mes apprenants par leur prénom, je connais le parcours de tous mes apprenants. Parce qu'en plus du test de positionnement, on a un entretien individuel avec chaque apprenant avant d'entrer en formation, où on va justement leur poser la question, pourquoi tu veux rentrer en formation, qu'est-ce que tu as fait avant, qu'est-ce qui fait que tu as voulu intégrer cette formation, pour vraiment apprendre à connaître l'apprenant et pouvoir réellement échanger avec lui. On n'échange pas de la même manière en coaching individualisé avec quelqu'un qui a 55 ans, 30 ans de carrière derrière lui, qu'avec un jeune de 18 ans qui s'est arrêté au bac parce qu'il n'avait plus envie d'être dans un système scolaire. Les problématiques ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes non plus. Et en moyenne, vous avez combien d'apprenants dans la structure? Alors là, actuellement, on en a 24 parce qu'on en a 12 qui sont partis en stage. Après, en règle générale, on tourne à 40-50 apprenants. 5. Vous avez combien de salles? On a 4 grandes salles, on en a 1, 2, 3, 4 petites, mais 2 petites qui vont sûrement fusionner en une grande en fonction des formations. Et après, on a cette possibilité, si jamais on a plus de formations, on a le 3e étage qui est libre, donc ça peut être envisageable. Voilà. Mais on veut vraiment favoriser la proximité. On essaye vraiment de centraliser nos formations parce qu'on ne veut pas avoir une formation ici et une formation à l'autre bout et une formation là-bas. On veut vraiment favoriser cette possibilité d'interagir avec les personnes. Moi, il y a vraiment un truc tout bête, c'est que la porte de mon bureau est toujours ouverte. Tout le monde peut, sauf quand il est froid, mais tout le monde peut venir me parler à une pause, entre 2 cours, à une pause clope, à une pause café. Il n'y a pas ce truc de hiérarchie. Voilà, tout le monde, on est tous humains, on est tous là pour une même chose, c'est qu'ils aient leur titre pro, et on veut vraiment favoriser cette proximité, c'est notre philosophie. Je dirais même que la proximité, elle est jusque dans la salle de pause, parce que la salle de pause, on n'a pas une salle pour les formateurs et une salle pour les apprenants. On a les pauses en même temps qu'eux, on prend le café avec eux, on prend les repas avec eux. Enfin voilà, après, la vie s'arrête là, on a notre vie après chacun, mais tout le temps de fabrique, il est avec les apprenants. Je pense qu'on est sur un système assez à plat, assez linéaire, où on est au même niveau que les apprenants. On n'a aucune prétention d'être au-delà et au-dessus. On est vraiment dans leur formation à eux. C'est eux qui sont acteurs. Voilà, il n'y a pas une hiérarchie comme on pourrait l'entendre dans beaucoup de systèmes. Là, on est vraiment... alors, évidemment, hein, on est une référence, on peut cadrer des choses, mais on essaye de garder une proximité puis d'être sur un système assez à plat. Au niveau des tranches d'âge, parce que je vois que vous me disiez que l'âge, il n'y a pas d'importance, mais ça peut... En moyenne, il y a une... Alors, récemment, on a fait la moyenne d'âge au niveau des community managers, on est à 32 ans chez eux en moyenne. Donc ça démarre le plus jeune à 22, je crois. Ouais, et le plus âgé, 49. 52. Il y a 52, oui, Valérie, exact. Voilà, donc on est vraiment... Ici, on a une apprenante à 61 ans. Chez vous, la moyenne d'âge, on est plus dans les 45. Ouais, je pense que c'est 45. Ouais. Voilà. Mais on a notre dernière formation de TAI, le plus jeune avait 18 ans et le plus ancien avait 52 ans. C'est parce que notre public, c'est du 16-25 ans. Ouais, c'est pas un souci. On les accueillera. Puis des fois, j'ai une formation à l'autre. Hein. Ouais. Ma première session, j'ai eu des personnes beaucoup plus en réinsertion professionnelle
un peu plus âgés. Cette session-là Oui, c'est vrai, est un peu plus jeune aussi. c'est vrai. Il y a Mais vraiment maintenant, ça, de tout. en entretien, je pense que ça n'a jamais fait l'objet d'un critère sélectif. Non. Absolument pas. La motivation, oui. La motivation, oui. Mais je Mais pense c'est que vraiment ça, le Pour seul. nous, mais surtout pour eux, C'est ça. le but étant de ne pas leur faire perdre de temps. Ça reste Voilà. des formations qui sont intensives. Hein. C'est pas comme à la fac, des fois où j'y suis allé aussi, mais on tâtonne sur un peu plein de matières, on se rend compte que finalement, c'est pas trop ce qu'on imaginait. Là, on a l'avantage d'apprendre un métier directement, donc on va être focalisé à 200% dessus. Et on peut prévoir déjà avec les modules sur ce qui va être vu en cours et on s'assure qu'il n'y a pas un décalage qui est trop gigantesque entre la vision du métier qu'a le futur apprenant en entretien et la réalité. C'est aussi à ça qu'il sert pour bien comporter et s'assurer qu'il n'y a pas de biais de représentation et que la motivation est présente. Mais, Vous avez quelques professionnels qui viennent rencontrer au cours des formations? Alors déjà, il y a certains de nos formateurs. Pas forcément pour du job dating ou des trucs comme ça, mais les rencontrer pour. C'est des choses Des qu'on témoignages, va des mettre trucs en place et qu'on a déjà mis en place. Déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de nos formateurs qui sont déjà professionnels, qui sont freelance, donc qui peuvent témoigner plus facilement de leur métier. Après, au cours de notre dernière session de TAI, on a des techniciens informatiques qui sont venus présenter ce qu'ils faisaient tous les jours. Chez vous, il n'y en a pas. Bah, il y a toi qui travaille dans l'animation, donc qui est Chez nous, intervenu chez les auprès des devs, CDUI. Ah, pareil. Chez les devs, il y en a eu, t'en as eu aussi. Donc oui, on a des professionnels qui viennent présenter leur métier. par exemple, cette année, j'aimerais Et toi, pouvoir t'avais faire une prime. intervenir une community manager qui a choisi de créer son activité vraiment totalement en freelance, qu'elle puisse expliquer son parcours, rassurer aussi sur comment on fait sa boîte, parce que comme l'expliquait mon collègue tout à l'heure, et c'est un peu pareil pour les CM, si on regarde sur la répartition des CM en France, on trouve partout sur des PME, des TPE qui sont en freelance, dans de plus grosses entreprises, dans des agences de com. Donc c'est divers et variés et ça après c'est à chaque, sans fonction de la personnalité et du plaisir de l'envie de chaque apprenant. Mais c'est sûr que ça demande de pouvoir toucher à un tas de choses en tant que formateur et pour moi elles sont précieuses ces interventions de professionnels qui vont être spécialisés beaucoup plus sur un domaine parce que ça complète tout simplement. Dernière formation, on a fait intervenir un influenceur. Pourquoi? Parce qu'on avait abordé la notion de marketing d'influence qui est quand même aujourd'hui centrale aussi sur la prise de contact avec les CM. Et l'idée, c'est plutôt que avoir une vision du marketing d'influence qui est totalement centrée du côté de l'entreprise. C'était intéressant aussi d'avoir de boucler la boucle, si je peux dire ça comme ça, et d'avoir l'angle de l'influenceur derrière, et puis de casser aussi quelques mythes, quelques images, des fois qu'on a en tête. Et c'était un discours du coup instantané, et ça avait beaucoup plu, et je pense que ça c'était instructif. Voilà. Donc ça, autant que possible, on essaie de le faire. On avait Adista qui nous avait proposé une intervention, mais on n'avait pas de session qui pouvait être intéressée au moment-là. Puisque Adista, c'est plus du réseau télécom, et on n'avait plus de TAI ni de PSSR au moment-là. Mais on a un réseau d'entreprises qui est prêt à intervenir. On a tous également des réseaux personnels qui sont prêts à intervenir. Au niveau des stages, donc c'est 2 mois. C'est 2 mois. Au niveau des stages, vous avez un vivier d'entreprises qui recherche régulièrement. Ça peut être n'importe quand dans la formation ou c'est aux stagiaires de... Alors, on incite déjà fortement le stagiaire dès le début de la formation à rechercher par lui-même, parce que c'est quand même une composante essentielle qu'il aille chercher par lui-même. Après, en général, après 1 mois et demi, 2 mois, on va faire un point avec le formateur sur qui a un stage, qui n'en a pas, qui a des pistes, qui n'en a pas, qui a cherché, qui n'a pas cherché. Et à partir de là, nous, on va activer notre vivier d'entreprise derrière. Dans un premier temps, en incitant l'apprenant à lui dire, bah voilà, là, ils nous ont pris des stagiaires régulièrement, ils sont prêts à prendre un stagiaire, ils vont te faire ça, est-ce que ça t'intéresse? En général, ça m'intéresse, puisqu'il n'a pas de stage. Par contre, quand on arrive 2-3 semaines avant la fin de la formation, on va un peu plus imposer. C'est-à-dire que là, il y a une possibilité de stage, tu n'as pas de stage, il faut quand même que tu découvres le monde du travail, donc il faudrait que tu ailles là. Bon, après, si c'est un refus strict, on ne va pas l'enchaîner pour y aller non plus, mais on va vraiment l'accompagner dans cette recherche de stage. Dans un premier temps par lui-même, parce que c'est la base, et ensuite on activera notre réseau. Et on appuie, enfin moi j'appuie avec mes apprenants surtout sur le fait que ça peut être aussi la passerelle qui les fasse accéder à l'emploi.
surtout quand on est sur du métier. Alors, le métier numérique, on sait que c'est des métiers sous tension, qu'aujourd'hui, il y a des demandes. Et je leur dis, c'est peut-être la chance aussi, en sortant de votre formation, de ne pas retourner dans cette boucle de allez, on recommence les CV, on recommence tout ça. Alors, pas tous. Ce serait vivre dans un monde de bisounours de leur dire vous allez tous trouver un job à l'issue de votre stage, mais au moins leur dire ça peut être l'opportunité. Réfléchissez. Et moi, souvent, je leur dis prenez-vous-y le plus tôt possible pour ne pas prendre en dépit. Dire bon, bah, je vais aller là, tant pis. C'est ça. Non, choisissez votre stage. Saisissez l'opportunité d'aller vers l'emploi parce que le but, c'est quand même pas d'être formé pour être formé. Moi, que j'ai des formateurs et après qu'ils soient formateurs à la maison avec madame ou avec les enfants, bof, quoi. C'est vraiment des formateurs professionnels qu'il nous faut. Donc là, c'est profiter de votre stage en entreprise pour faire votre place, pour faire vos preuves et peut-être pour décrocher un job derrière qui sera peut-être précaire dans un premier temps, mais qui pourra évoluer, qui peut-être peut vous donner des pistes parce que si on est bien dans une entreprise qu'ils n'ont pas de besoin, ils vont peut-être, moi enfin je ne sais pas, mais je le ferai, c'est ce que je ferai, je dirais bah tiens, nous on n'en cherche pas, mais par contre renseigne-toi là parce qu'ils embauchent assez facilement. Enfin, ça permet le stage en entreprise et c'est là où je leur mets un accent dessus, c'est que ça va vous permettre peut-être déjà d'aller vers l'emploi. Chez mes premiers TAI, j'ai un apprenant qui est arrivé, qui est sorti du stage début juin, qui a été embauché dans la même boîte début juillet. Parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre au moment-là. Donc ils l'ont embauché, parce qu'il avait fait ses preuves. Oui, puis en fait, 2 mois, c'est assez conséquent pour que l'entreprise puisse se faire une C'est idée ça. du candidat. Donc, Il suffit qu'au moment-là, elle ait besoin d'une main-d'œuvre supplémentaire et elle va aller piocher dedans. Ou après, il y a aussi des entreprises qui vont utiliser, entre guillemets, utiliser ces 2 mois de stage comme une période d'essai pour vérifier si la personne est capable ou pas. Ouais, puis le stage, il est central, hein, parce que au final, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est même plus le diplôme, enfin, de moins en moins. Non, c'est de la compétence. Des compétences. Et la problématique, c'est ah, mais tu n'avais pas d'expérience. Voilà. Faire, faut pouvoir commencer quelque part. Et justement, oui, le stage, c'est un petit peu le tremplin, le moyen de faire ses preuves, de récupérer du matériel concret aussi, pour en faire un peu un petit côté portfolio, montrer ce qu'on a pu mettre en place professionnellement et de façon. Et même s'il n'y a pas un emploi derrière, ça reste un ça premier reste pas. de la matière à présenter et à rencontrer peut-être aussi des personnes qui auront besoin à un moment donné, à se constituer un réseau. Et puis de prouver aussi tout ce qui est transversal. Les soft skills, par exemple, c'est en entreprise. C'est compliqué de les vendre sur un CV, c'est bien, c'est facile, on les marque. Il faut les prouver. Mais là, on peut les prouver. On peut montrer quand même qu'on a ces compétences-là, en plus des compétences professionnelles que j'ai acquises. On va avoir toute cette batterie de soft skills et on sait qu'aujourd'hui, ça a une importance énorme au niveau du recrutement. Et donc là, elles vont être vraiment prises en compte. C'est pas que juger pendant un entretien, c'est vraiment on peut les démontrer. Et donc ça prend aussi cette importance-là, le stage. Et contrairement à des. Je pense, hein, parce que par parcours de mon côté, contrairement à la problématique à laquelle on peut faire face à l'issue d'un master, par exemple, où on va rechercher un stage qui va être long et qui nécessite rémunération derrière, où on se retrouve à ne pas du tout trouver le stage et un peu piquer une année pour la simple raison qu'on n'a pas trouvé notre stage. C'est pas vrai. Non, là, on n'a pas cette problématique puisque pas de rémunération, donc c'est un risque moindre pour l'entreprise. c'est un risque moindre pour l'entreprise. Cette barrière du non, moi je ne peux pas prendre le risque de prendre, elle n'existe quasiment pas. Et j'ai pas eu l'impression de voir sur ma dernière session des apprenants qui ont vraiment peiné à trouver un stage. Ceux qui ont eu le plus de mal, finalement, sont ceux qui s'y sont pris le plus tard. Mais dès l'instant où ils s'y sont mis, on n'a pas eu besoin de les activer fortement. Bah là, sur nos dernières sessions, on a eu un 100% de placement. Sur nos 3 dernières sessions, 100% de placement en stage. On n'a pas eu un apprenant qui s'est retrouvé sans stage. Et on sait que les entreprises aujourd'hui ne dégageront pas de temps pour prendre un stagiaire s'il n'y a pas de besoin. Un stagiaire prend du temps à une entreprise, même si des fois on a l'impression que le stagiaire, ça rend service à l'entreprise. L'entreprise, si elle veut vraiment jouer son rôle, c'est du temps. C'est assez chronophage d'avoir un stagiaire. Donc aujourd'hui, s'ils les prennent, c'est qu'il y a vraiment un besoin. Et donc, d'où là, vraiment une volonté de se dire il faut aller jusqu'au bout de ces formations-là et puis réussir
à rentrer dans le marché de l'emploi avec cette certif, alors celle des formateurs, mais comme celle des CM, comme celle de mes collègues développeurs et tout ça, c'est qu'on sait qu'il y a vraiment un job derrière, puisque les stages, c'est assez facile. On voit, il y a quand même certains métiers, quand on essaye de trouver un stage, on rame. Là, on rame même pas pour avoir des stages. Alors, c'est pas simple, hein, je ne vais pas dire non plus c'est facile, mais on les trouve. Donc, si on les trouve, c'est qu'il y a un besoin. Puis derrière, comme disait Anthony, ça permet de constituer un book. Si par exemple un développeur web qui a un stage, qui voit son site publié en ligne, même si l'entreprise dans laquelle il n'a pas été en stage le prend pas, dans laquelle il a été en stage, pardon, le prend pas, auprès d'un autre employeur, il va pouvoir dire bah, le site là, c'est moi qui l'ai développé. Donc il va pouvoir montrer de quoi il est capable. Je prends l'exemple des apprenants qu'on a eu dernièrement en stage, Aurélie. On a une fédération de danse, Ouais. un parti politique en Nouvelle-Calédonie et je ne sais plus c'est quoi le troisième. Et effectivement, la personne est mise en avant sur le site et peut indiquer que le site a été fait par elle-même. Donc, Ça, c'est tous des sites qui vont être publiés. C'est un des gros avantages des filières numériques, hein, c'est d'avoir de la matière concrète à pouvoir récupérer. C'est plus difficile de montrer ses compétences sans expérience quand on est dans le secteur médical, par exemple. Tu vas pas aller faire une prise de sang pour montrer que tu sais faire une prise de sang, c'est sûr. Ah, là, c'est vrai pour constituer des books, il y a plein de choses qu'on peut récupérer, hein, même en tant que CM, hein. Sur les relations avec les gens, peut-être pas spécialement, mais sur l'aspect prouver ses compétences sur l'utilisation de Photoshop, la création de pouvoir dire bah, ça c'est moi qui l'ai fait, ça c'est moi qui l'ai mis en avant. Voilà, c'est la constitution.